Bonjour, je suis Jesse Grossi et vous allez assister à CMO, la rencontre hebdomadaire avec des gens dont le job est d'accompagner la croissance de start-up. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le chaleureux accueil que le podcast a reçu dès le premier épisode avec Romain Legressi de Fred de la Conta. Bien que le format soit long, vous l'écoutez à hauteur de 60%, ce qui est très encourageant. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce podcast ? Je vous invite à le noter sincèrement sur Apple Podcast. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes et moi, ça me permet d'atteindre de nouvelles oreilles tout en m'améliorant. Cette semaine, j'accueille Florian Legris de Star of Service et ce qui m'a marqué chez eux, c'est cette détermination à ne servir qu'un seul objectif ambitieux à la fois. Pour y arriver, ils vont parfois bousculer les bonnes pratiques. Comme pour chaque épisode, on se penche sur les questions les plus importantes, management, recrutement, culture, expérimentation. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines interviews. Je suis avec Florian Legris, qui est CMO de Star of Service. Alors Florian, j'ai voulu te rencontrer parce que déjà ma copine m'a parlé de toi, et de deux, parce que récemment, tu as eu plusieurs expériences, à la fois à Clignot, à la fois à ZipJet et à la fois à Star of Service. Donc voilà, j'ai voulu te rencontrer pour qu'on revienne sur cette phase-là de ta carrière et qu'on en parle. Donc déjà, est-ce que tu peux t'introduire ? Ouais, donc je suis, comme tu as dit, directeur marketing de Star of Service, CMO de Star of Service aujourd'hui. Star of Service, c'est une plateforme de mise en relation, c'est une marketplace dans le domaine de service. On a à peu près 800 services qui sont proposés sur la plateforme. Avant ça, j'ai été city manager pour ZipJet, donc une application de pricing à domicile qui est une venture de Rocket Internet. Et je suis arrivé chez ZipJet parce que ZipJet a racheté une boîte que j'avais fondée qui s'appelle Clignot, qui était une application aussi de pricing à domicile. Autant chez ZipJet j'ai eu un rôle assez opérationnel, autant chez Clignot mon rôle était principalement basé sur l'acquisition et la rétention client. Donc ça fait à peu près 5 ou 6 ans que je traite des problématiques d'acquisition, rétention et marketing de manière plus générale. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux présenter Clignot, ce que ça faisait, Ouais. Combien de temps ça a duré aussi l'aventure ? Alors Clignot, c'est une boîte qu'on a cofondée avec Richard Gozlan, qui était mon associé, qui était tout simplement, la promesse était assez simple, c'était du pricing à domicile. En un clic, on envoyait quelqu'un chez vous, récupérer vos vêtements, on sous-traitait en fait le nettoyage à des pricing partenaires et on vous restituait sous 48 heures. L'idée c'était un peu de surfer sur la vague à l'époque, il y a 5 ans, de tout le on-demand dans la food, évidemment avec Uber dans les taxis, enfin dans les transports en général, et toute autre boîte qui se sont lancées un peu sur ce même secteur. Nous c'était de le faire sur le domaine du pricing. On va pas se mentir, c'était un copycat d'une boîte aux US qui fonctionnait plutôt bien à l'époque, qui avait levé pas mal d'argent. Donc voilà, on a fondé ça je voudrais pas dire de bêtises, je suis pas très bon avec les chiffres, mais en 2013, comme ça. C'est bizarre de dire je suis pas très bon avec les chiffres quand tu fais du marketing. Je suis pas très bon avec les dates. On parlera pas de data, alors on va parler d'autres trucs. Ouais. Non, en 2013, on a commencé à bosser là-dessus. Non, je dis n'importe quoi. Ça. Aussi 2013. Bref, et en fait, pendant un an, on a beaucoup tiré la boîte à deux avec mon associé. On a itéré énormément sur l'offre, sur plein de trucs. On a eu dans un premier temps vachement de mal en gros à trouver notre marché. Après on a fait pas mal d'itérations, notamment sur l'offre, et après on a eu une vraie traction et là on a levé une première fois de l'argent. Grosso modo on a créé une équipe autour de nous, donc un CEO, un CTO, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et ensuite on a relevé une deuxième fois. Et ensuite, donc, on a revendu à ZipJet à peu près 4 ans après la création. 3 ans et demi après la création. D'accord. Ouais. Je suis tombé sur une vidéo de toi avec Stéphane Soumier. Je sais pas si tu vois qui c'est, tu te rappelles. Le mec avec les sourcils, les sourcils prépondérants. Et tu disais dedans, pour un peu simplifier, que vous étiez le Uber du pressing. Ouais. C'était un peu pour que ce soit compréhensible, j'imagine, à la télé. En réalité, parce que Uber, on sait à peu près quel genre de culture il peut y avoir en interne, et puis on connaît un peu leurs ambitions. Ouais. Toi, quel genre de boîte tu voulais créer, et de toute façon, quelle était la limite de ton marché quelque part? Parce qu'il me semble que vous êtes limité à Paris,
Est-ce que ça aurait pu genre vraiment grandir si vous étiez exporté dans d'autres villes de France et peut-être même ailleurs en Europe? Pourquoi justement vous êtes arrêté à Paris d'ailleurs? Quel genre de boîte tu cherches à créer? J'imagine que tu cherchais pas à créer un Uber en fait. Non, enfin, alors, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Je sais pas, dis-moi. En tout cas, si c'était l'ambition, on n'est pas loin, mais on n'est pas encore au même niveau. Non, effectivement, j'ai une anecdote très drôle sur Stéphane Sumier. Il m'a invité sur son plateau parce que justement, à cause de cette formulation Uber du pressing, en fait, je voulais super me faire inviter sur son plateau. Ça faisait 6 mois que j'envoyais des communiqués, j'y arrivais pas. Et un jour, j'en ai eu marre et je lui ai envoyé un tweet d'une photo de lui avec une chemise froissée. Et je lui ai dit, Stéphane, j'en ai marre de voir votre chemise froissée tous les matins. Si vous voulez, on a une solution, c'est le Uber du pressing. Et je lui envoie un tweet et je lui envoie un mail en lui disant ça. Et le mec répond, marre de ces boîtes qui sont le Uber de machin et tout. Et il me répond même pas à moi, il répond ça sur Twitter et il met un screenshot du mail que je lui ai envoyé. Et là, du coup, j'ai monopolisé plein de potes en disant, c'est marrant et tout, attends, vous avez pas le choix, maintenant vous devez l'inviter, etc. Et il a fini par nous inviter, donc c'était assez drôle. Il m'a appelé à 17h en me disant, vous êtes là demain à 6h. Donc c'était un peu marrant. Donc finalement, Donc c'était une bonne chose de dire ça, mais grosso modo, je le disais pas parce que je le pensais vraiment, je le disais parce que c'était une manière effectivement de simplifier pour que les gens comprennent. Faut pas oublier aussi que c'était il y a 4 ans, Uber était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est sûr. En tout cas, l'image que les gens ont d'Uber aujourd'hui est bien plus mauvaise que celle que les gens pouvaient avoir il y a 4 ans. Où ils étaient cités en exemple partout, etc. Après, l'ambition qu'on donnait à cette boîte, je vais pas te le cacher, on avait une grosse ambition, scaler rapidement en France, à l'international, etc. Et en fait, quand on se lance dans une boîte, il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas encore. Et en fait, effectivement, on a été limité vite par plein de choses, par les ops, par les moyens qu'on avait, par le fait que finalement les boîtes qui ont scalé trop vite, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, notamment la boîte qu'on avait copycatée aux US, qui sont allés très vite dans 5 villes. Et en fait, jusqu'au jour où 1 an et demi ou après qu'on se soit lancé, on voit que la boîte ferme. Ils ont levé 20 millions de dollars et on voit que la boîte ferme. Et on se dit merde. Je crois qu'on a fait le mauvais choix. Et donc, on a vachement essayé de comprendre pourquoi ils avaient fermé, etc. Et en fait, l'une des grosses raisons pour lesquelles ils avaient fermé, c'est qu'ils avaient scalé beaucoup trop vite, sans process, sans maîtriser les coûts, etc. Donc, en fait, finalement, on a changé un peu de notre fusil d'épaule et on s'est dit, OK, on va beaucoup bosser, en fait, sur Paris, mais on va bosser à la stabilité du modèle, à tous les process ops, à toutes les apps. Pour le coup, même si ça paraît simple, Cligno, c'est une app où tu t'appuies sur un bouton pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher ton linge. En fait, on avait développé pas moins de 6 ou 7 apps. Une app pour l'ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique. La chaîne logistique était hyper complexe. Un chauffeur, le pressing. On avait des dépôts dans lesquels on contrôlait les vêtements, les quantités, les qualités, la qualité, etc. Pareil, des outils pour ces gens-là. On avait refait tout l'ERP des pressings. Pour leur faciliter l'étiquetage des vêtements, etc., etc. Il y a combien de pressing à Paris à peu près? Que je me rende compte. Je vais pas dire de bêtises, je suis sorti, j'ai oublié maintenant depuis, mais il y en a, je dirais, en Ile-de-France, 2500, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. À peu près. Mais ils font des volumes très restreints, en fait. Il y a beaucoup de très petits pressings. Il y a très peu d'industriels, il y a très peu de gros. Ils sont pas digitalisés? Pas du tout, en fait. Mais à l'époque, c'est-à-dire qu'au moment que tu t'es lancé et au moment où vous avez terminé l'aventure, il y a eu personne d'autre dans le secteur aussi hipster que vous, quoi. Il y a eu Rocket qui est venu se lancer sur notre marché. Donc quand ils nous ont racheté, ça faisait 1 an qu'ils étaient. Je me permets de reprendre un petit peu de vin. Oui, vas-y, je t'en prie. Ça fait 1 an qu'ils étaient déjà ici, enfin à Paris. Après, il y a eu des moves qui ont été faits par des acteurs. Il y a, par exemple, le leader que tout le monde connaît, 5AC, qui a essayé de monter son app. Bon, sans grand succès, mais ils ont essayé. Il y a eu des innovations dans les boutiques, des boutiques beaucoup plus belles. Des boutiques un peu plus friendly, c'est-à-dire que tu avais vraiment envie d'y aller, tu pouvais y passer du temps, c'était un peu sympa, alors qu'à l'époque le pressing c'était vraiment ringard, ça pue, t'as pas forcément envie d'y aller, la nana l'accueil est pas aimable, il y a plein de trucs. Donc il y a eu des innovations de ce côté-là. Après sur le côté pur manière de consommer ça, le delivery, etc. Il n'y a pas eu une énorme concurrence non plus, comme tu as pu l'avoir dans la food par exemple, parce que le marché il est beaucoup plus petit. C'est un marché qui est super petit en fait. Enfin super petit, c'est un marché qui est pas... Voilà. Okay. C'est un marché qui fait 1 milliard d'euros en France. Ok.
Donc en fait, c'est pas, voilà, on n'est pas sur un truc où il peut y avoir 25 acteurs, quoi. D'accord. Alors justement, comment vous y êtes pris tu parlais tout à l'heure de pas mal de pivots au départ. Je sais pas si on peut parler pivots. En tout cas, peut-être vous avez essayé de trouver un modèle qui allait fonctionner. À partir du moment où vous avez trouvé ça, que vous avez décidé de grandir, quel a été un peu votre strat marketing? C'était quoi? Beaucoup basé sur l'acquisition de clients. Moi, je sais que on m'avait donné une petite carte moins 10 euros, enfin d'une valeur de 10 euros pour un premier pressing offert. D'ailleurs, je suis désolé parce que vous m'avez acquis et j'ai pas recommencé. Plus tard. Comme tout le monde. Non. Non mais comme souvent, mais ça me faisait penser à la stratégie de Homejoy ou des boîtes comme ça, qui étaient pour le coup hyper agressives aux States sur l'acquisition et qui d'ailleurs ont fermé juste pour ça, je pense, parce qu'ils ont cramé comme des dingues. Et le mec a rouvert un Homejoy, le CEO de Homejoy, je sais pas si t'as vu. Non. 2 ans après. Pareil, le même. Ouais, il dit j'ai rouvert Homejoy, mais en fait j'ai corrigé ça s'appelle comme ça maintenant et voilà. Ça fait la même chose en fait. Je trouve ça culotté. Et je me demande où c'est la vraie résilience, ça en fait. Ouais, c'est ça, le mec n'arrêtera jamais quoi. C'est bien, c'est une vertu. La stratégie, c'était effectivement, là il y a une énorme stratégie au code promo. Pour le coup, on copiait beaucoup Uber sur l'acquisition. C'était une vraie référence parce que l'usage était plutôt similaire. Parce qu'on avait vu la réussite de Uber aussi, parce que dans nos proches, il y avait aussi des gens qui travaillaient chez Uber, donc on voyait au quotidien. C'était évident qu'il fallait aller dessus, quoi. Ouais, voilà, exactement. Après, on a eu, ces codes promo, c'est bien de les avoir. Maintenant, faut les distribuer. Comment on les distribue. Il y a eu deux canaux majeurs au début. Il y a eu le scrapping email, de manière assez sale, on va dire. Ah oui. Ouais. Des dizaines. Quel genre de site tu scrapes pour LinkedIn, ouais. LinkedIn. Et ensuite, il y a comment tu trouves les gens qui ont des costards sur LinkedIn? C'est simple, en fait, on est parti d'un postulat très simple. Les consultants, ils sont obligés de mettre des costards. Ouais. Voilà. Il y a, je sais plus combien de consultants en France, sauf moi. Mais bon. Les consultants de chez Deloitte, tu vois. Oui, voilà. Ou Location, La Défense, Haute-Seine. Voilà. Exactement. Ah, très bien. Et en fait, je sais plus combien ils sont en Ile-de-France, je vais peut-être dire une bêtise, mais 200 000 ou 150 000, un truc comme ça. Ça paraît peut-être beaucoup. Non, si, c'est ça, 150 000. Et on s'est dit, bon, bah voilà, c'est notre cible primaire. On va choper personne d'autre, on va avoir que ces mecs-là. Et donc, on est devenu un peu monomaniaque des consultants, jusqu'à, moi-même, j'ai cru que j'étais consultant à un moment donné. Le matin, je prenais la ligne 1, la défense. Je me suis dit, bah, en fait, non, je travaille pas chez Deloitte. T'imprimais tes emails aussi. Ouais, exactement. Et que tu les stabilotais en jaune. Et je mettais l'objet le corps du mail dans l'objet. Parce que ça, c'est très important. Très important. Plus efficace. Ouais. Il faut que les gens comprennent. Non, et du coup, ces mecs-là, on les a vachement targetés. Et sur Facebook aussi, du coup, énormément. On s'est rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup plus de gens que ce que je pense qui mettent leur employeur sur Facebook. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a plein de gens qui le font. Donc il y avait ça, il y avait une autre stratégie d'acquisition qu'on avait eue dès le départ, qui était de se dire, ok, bah, finalement, Cligno, c'est quoi? Bah, finalement, c'est comme Uber, c'est comme Deliveroo, c'est comme machin. Donc, en fait, on avait ciblé vachement, en gros, les apps qui avaient le même usage que nous. Ok, d'accord. Sur les cibles, on avait pris exactement ces cibles-là. Des gens qui n'ont pas le temps, quoi. Ouais. Et donc, vraiment, on targetait people who liked Uber, Deliveroo et habitent à Paris. Et ça a pas très bien marché, je dois être franc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui like mais qui sont pas utilisateurs d'un service, donc en fait c'était peut-être jeune aussi les gens qui like Deliveroo. Ouais, c'était pas, puis comme ils ont plus de cyclistes que de clients, peut-être que c'était pas forcément le cible. Mais du coup on avait exploité un peu ces deux filons là, et après on s'est concentré vraiment pendant une période de temps assez longue sur les consultants. Vraiment ça a été notre vache à lait entre guillemets. Ok, et donc du coup, un code promo, ils essayaient le service, ils l'aimaient dans la plupart des cas, j'imagine. Ouais, il y avait une bonne rétention sur cette cible-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le pricing, c'est un métier un peu pas compliqué, mais où les usages sont très différents en fonction des gens. C'est pas comme la bouffe où tous les midis finalement t'as besoin d'aller manger. Il y a des gens, même consultants, qui en fait vont mettre leur costume à nettoyer une fois tous les 4 mois
parce qu'ils ont lu sur un blog que s'ils le mettent plus, ça va l'abîmer, etc. Et de l'autre côté, t'as un mec qui dit bah non, moi mon costard en fait je le mets toutes les semaines. Donc en fait la rétention, même sur un user qui est super content et qui a le même pouvoir d'achat qu'un autre, elle peut être vraiment complètement différente. Et ça on l'a appris avec le temps, pareil, c'est un truc qu'on savait pas. Au début où on s'est lancé, on s'est dit bah ça va être... Et du coup, est-ce que ça a impacté votre stratégie de contenu? Pas forcément, on n'a pas essayé de faire... d'éduquer les gens ou de leur expliquer que... Pas sur leurs items, mais on a essayé effectivement de faire un peu de l'upsell, où on est parti du postulat que les mecs qui avaient l'habitude de mettre leur costard au pressing, même s'ils le mettaient une fois tous les 4 mois, ils avaient forcément aussi une couette à laver, que leur femme elle avait forcément une robe à laver, qu'il y avait moyen en fait de leur faire mettre d'autres items dans leur... Et ça c'était une bonne hypothèse, ça a fonctionné? Ouais, ça a grave fonctionné. Il y a deux choses qui ont énormément fonctionné d'un point de vue pour le coup produit chez nous. C'est du coup ce postulat que on peut faire consommer les gens en fait des produits qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de mettre au pressing. Ça a été une forte hypothèse quand on a lancé notre offre de blanchisserie. Donc en gros, tes caleçons, tes t-shirts, etc. Que les gens n'ont pas l'habitude de donner au pressing, contrairement à des cultures anglo-saxonnes ou même asiatiques où tu sais, tu vas en bas, tu laisses tous tes caleçons, tes t-shirts, tu reviens le soir, c'est plié, t'as plus qu'à les mettre. J'ignorais, mais ok. Bah ça c'est un truc dans la culture ou même aux US, etc. Ça marche énormément. En France, y a personne qui fait ça. C'est pas hyper commun. Et nous on a essayé de l'introduire et finalement ça représentait jusqu'à 15% de notre chiffre d'affaires. Donc ça a été une hypothèse plutôt... Et là c'était toujours les consultants en cravate de la défense qui... Alors, la majeure partie oui, et après on a gagné une audience, effectivement, on a gagné un autre type de clientèle, peut-être un peu plus bobo, qui travaille en agence de com, qui a un peu les moyens, ou tu vois, un start-upper qui a un peu les moyens aussi. Là, effectivement, on a eu pas mal de clientèle là-dessus. Je le voyais aux t-shirts, tu sais, les marques genre t-shirt Mixpanel, t-shirt Mailchimp et tout. Tu sais d'accord. que t'avais touché une clientèle de mecs qui travaillaient en start-up. Mais effectivement, ça a un peu changé, mais on a réussi aussi à le vendre à ces mecs-là aux consultants. Et donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième vraiment truc qui a tout changé, enfin qui a été un énorme changement pour nous. Au début, on s'est lancé en mode e-commerce, où en fait, avant de passer commande, tu devais choisir tes articles. Genre, je veux que ce soir, il y a un mec qui vienne, et en plus de ça, je sais que je vais lui donner 2 costumes et une chemise. Et tu payais avant. Et en fait, on s'est dit, ok, mais en fait, quand tu commandes, t'es au bureau, t'en sais rien, ce que t'as à laver chez toi. Peut-être que ta femme, elle a aussi des trucs à laver, ou ton coloc, ou ton mari, ou voilà. Et pourquoi contraindre le mec en fait? Donc en fait on a repensé. En plus ça devait faire un espèce de formulaire c'était un peu dégueu. Après chaud. Après t'as les 70% des items que tu nettoies en pressing c'est les mêmes. Il y en a 4 pantalon, veste, chemise et robe. Donc en fait d'un point de vue UX tu pouvais quand même faire un truc qui était propre. Et du coup on a complètement enlevé ça. On a dit non, tu veux commander, tu dis juste je viens à telle heure. Et après tout l'inventaire se fait avec le chauffeur sur place et tout. Et on a augmenté les revenus par, je sais plus, on a multiplié par 20 ou par 30%. On a augmenté de 20 ou 30% nos paniers moyens. Parce qu'en fait, effectivement, les gens, ils donnaient genre 2 fois plus. Ils en profitaient. Ah ouais. Le mec est là, je l'ai fait venir, attends, donne le manteau, donne ceci, donne cela. On avait essayé d'éduquer nos chauffeurs, c'était assez dur aussi pour qu'ils demandent. Est-ce que vous avez pas autre chose, vous êtes certain, machin. Et donc, on avait vachement essayé de faire ça. Ça a été pour le coup, un vrai succès. Ok. Et donc, du coup, l'équipe, elle ressemblait à quoi? Du début à la fin? Parce qu'on s'imagine que du coup ça doit être une petite équipe. Il y a pas besoin de... C'était beaucoup de... C'était, grosso modo, il y avait donc les deux cofondateurs. Donc Richard qui s'occupait de la partie produit et de la partie business. Moi qui m'occupais de la partie marketing, acquisition, rétention, brand, presse, service client aussi. C'était dans mon scope. Ensuite on avait une directrice du service client. Ensuite on avait un COO. Qui gérait en gros l'ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique, donc les chauffeurs, les pressings. Ensuite, on avait un CTO. Ensuite, on avait un dev mobile. Et après, on avait un ou 2 autres devs, puis sur la partie back. Et ensuite, nous, après, on était assez polyvalents. On a eu aussi pas mal de gens à l'acquisition client. Enfin, pour le coup, c'était en stage. On avait pas mal de stagiaires sur la partie marketing qui m'aidaient. Après, moi, j'ai scalé vachement avec des tierces parties. Comment tu t'y prenais justement? Tu confiais des leviers à des agences, des freelances? Alors, des agences,
Pas vraiment. J'aimais bien un peu tout contrôler au début, en tout cas. Mais par exemple, il y a une grosse partie sur laquelle on a énormément investi d'argent et de moyens. C'était la partie offline, donc le flyering, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a des boîtes qui font ça hyper bien. Je pense à Side, notamment, qu'on a beaucoup utilisé à un moment donné. Et en fait, sur Side, j'avais recruté un chef qui avait 3 équipes en dessous de lui, qui avait 3 mecs, pardon, en dessous de lui, et chaque mec avait une équipe de 4 mecs qui distribuaient des flyers. Moi, j'avais créé une pyramide de... Donc ça, c'était le levier numéro 1, les flyers. Non, alors, numéro 1, c'était le parrainage. Parrainage, ok. Ça fonctionnait comment? C'était offrir 10 euros, on s'avait dit. Ok, d'accord. Avec un trick qui peut être utile pour pas mal de gens. À un moment donné, on avait mis le parrainage à 10 euros, 10 euros. Et en fait, on s'était rendu compte que quand on faisait une campagne exceptionnelle de 15 euros, on multipliait par 3 ou 4 le nombre d'inscrits par parrainage. Donc en fait, on a fini par mettre le parrainage habituel à 5 euros. Et on faisait des campagnes tous les 2 mois. Parrainage exceptionnel, 10 euros, 10 euros. Et en fait, on a multiplié, je dis, par 2 ou par 3 à chaque fois sur les mois charnières. Et ça nous coûtait en fait rien, beaucoup moins qu'avant. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est un vrai trick. Mais tu disais que, parce que du coup, la psychologie qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que t'annonçais que genre cette promo à 15 euros au lieu de 5 allait durer quoi? Une semaine? Un mois? Ouais, c'était le mois du parrainage, si tu veux. Okay. Super ringard comme le mois du parrainage. Bah ouais, c'est nul. Mais bon, si ça marche, tant mieux. Mais non, c'était simplement dire que les gens sont beaucoup plus réceptifs à une offre exceptionnelle. Quand bien même la valeur en fait reste la même que celle de d'habitude. C'est le principe des faux soldes, tu sais. Tu augmentes les prix de 15% avant les soldes et puis jour des soldes tu les baisses de 15% et t'écris de un peu plus. C'est horrible. Moins 15%. Ouais, mais c'est une psychologie qui fonctionne et que je conseille aux gens. Pas mal. Bref, non, mais du coup, moi, je gérais beaucoup donc Referral, excuse-moi. Ouais. Referral et organique, qui représentait plus de 50%. Donc, quand tu dis organique, c'est bouche à oreille. C'est tout ce que je peux pas traquer. Ok. Voilà. Tout ce qu'on pouvait pas traquer. Donc principalement bouche à oreille, a priori. Principalement bouche à oreille. Ouais. Ou la presse non traquable, ou tout ce qui avait pas un code promo, grosso modo. Nous, on traquait beaucoup code promo. Ok. Donc voilà. Après, il y avait Facebook qui représentait quand même, alors Facebook et Instagram, qui représentaient entre 25 et 30% d'acquisition. Et ensuite, il y avait 20% de offline. Ok. Et ta stratégie de Facebook Ads, du coup, elle était beaucoup basée sur ce même phénomène du code promo. Toujours pareil, c'était toujours le code promo. Ça, par contre, il n'y avait pas une campagne Facebook sans code promo. Okay. Ça, c'est clair et net. Tu voulais le tourner en mode no-brainer, il t'avait qu'une seule step. C'était genre, t'essayais d'atteindre des audiences avec ce message de... tu faisais tout passer à la fois. C'était genre le code promo, le pain point, tout. Enfin, genre il fallait marre d'aller au pressing, essayer Clignot 10 euros offerts sur votre première commande. T'as jamais essayé, par exemple, d'essayer d'amener du trafic, faire une première step avec une campagne de trafic pour amener que des consultants justement de la défense vers des articles qui allaient les concerner pour ensuite les retargeter? T'as jamais testé des trucs en plusieurs steps? On a testé via d'autres moyens, c'est-à-dire que pas forcément via Facebook ou quoi, mais via les partenariats. On le faisait énormément via les partenariats ou via les articles un peu sponsorisés que tu peux avoir dans les blogs presse masculine ou ce genre de choses. Finalement, tu te rends compte que plus tu rajoutes de steps entre le moment où la personne découvre ta marque. Donc pour toi, fallait direct. Ah ouais. Pour la conversion, c'est tout c'est un no-brainer. Faut que ça aille vite, quoi. Ouais. On n'est pas dans une stratégie. Puis surtout, même si tu t'inscris demain sur Clignot, j'ai pas de contenu à te raconter pendant 4 mois pour te convertir. Tu vois, je suis pas en train de te vendre, je sais pas, un truc hyper complexe où faut que je te travaille au corps, ou faut que je t'apporte de la valeur, du contenu, que je te gagne en crédibilité, etc. C'était pas, enfin voilà, moi là-dessus je suis d'accord. Tu t'inscrivais sur Clignot, t'avais un life cycle de 5 emails qui était hyper factuel. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quel prix, pourquoi on est bien, et point, tu vois. Et ça, en fait, la médiane de conversion à la commande, entre le sign-up et la commande, c'était 7 jours chez nous. Donc c'était quand même assez rapide. Ah oui, effectivement. Et du coup, cette stratégie de Facebook, en fait, juste pour en revenir là, c'était vraiment imaginé comme un levier complémentaire de tout ce qu'on faisait. On a eu beaucoup une stratégie d'acquisition, donc comme je t'ai dit, qui était basée sur les consultants, mais qui était du coup cross canal. Ouais. Et on a même poussé le truc ils sont sur LinkedIn quand même. Niveau, ouais. Et c'est super cher la pub sur LinkedIn. Ah ouais. T'as déjà fait ça. Ouais. Ça coûte une fortune pour pas grand chose. Autant scraper, c'est gratuit. Petite astuce. Ouais.
Vous prenez pas la tête? Les bons plans de la CNIL. Mais en B2C, ça, attends, non, c'est Non, en B2B que c'est ok. ouais. C'est en B2B que c'est ok. Mais nous, En on B2C, ça dépend de comment tu les traites. Il y a une Ouais. question comme ça de respect de l'internaute, simplement. Mais avec les RGPD, globalement, ton histoire, je pense qu'elle tombe à l'eau. Je pense que les RGPD ont peut-être mis un coup à cette stratégie. Oui, non, mais c'est sûr, en fait. Mais je suis pas sûr parce que alors on peut le présenter autrement. C'est que. Non, mais la question, enfin, l'opt-in a été vraiment. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, là, il y a vraiment la question de l'opt-in avec Ouais, les t'as RGPD. Faut pas dire de bêtises. Du coup, je te resserre. Mais c'est terminé. Mais C'était une autre époque. On parle déjà d'il y a, On d'il y a- parle d'il y a déjà un an, non? Non. mais Non, et du coup, on avait poussé le truc, et vraiment, et ça, c'est un truc ouf qu'on a fait. Enfin, en tout cas, c'est un de mes très bons souvenirs d'acquisition, Ouais. et un très bon moment où on a vu une stratégie qui a vraiment marché, où en gros, au lieu de réfléchir du coup par channel, on a réfléchi par audience, et on s'est dit, ok, cette semaine, mon audience, c'est Deloitte à Neuilly. Voilà. Et en gros, pendant une semaine, Deloitte à Neuilly, on les a pas lâchés. C'est-à-dire que Ils en parlaient entre eux, il y avait un bouche à oreille, mais parce qu'on crée le momentum, tu vois. et donc la stratégie c'était le dimanche on scrape tous les mecs qui travaillent chez Deloitte à Neuilly. Le lundi matin on leur envoie un mail. En même temps Tu te rappelles des outils que vous avez utilisés? ouais bah alors pour le mailing on utilise Hunter, ça existait à l'époque? Hunter? alors Hunter ça existait à l'époque mais on l'utilisait pas du tout. Ok. On utilisait un truc qui s'appelle data validation et en fait enfin non alors d'ailleurs on avait développé un outil de scrapping de LinkedIn, d'accord, qui était un add-on Chrome qui Ok. permettait en fait d'aller scraper. Tu mettais le nom de domaine du gars et dans notre scrapper on avait intégré l'API donc de data validation qui en live en fait te disait si l'email était juste ou pas juste. Ok. Et ensuite tu téléchargeais la liste et voilà, et t'avais les mails. Donc ça c'était la première étape, on scrape, on envoie un mail le lundi matin. Dans le même temps, on les renvoie sur une landing page où il y a les cookies pour qu'on puisse les retargeter, à la fois sur Facebook, à la fois sur du display. Le mardi matin, on a envoyé 4 mecs flyés devant Deloitte à Neuilly. Le mercredi, on faisait... Qu'est-ce qu'on faisait le mercredi, on faisait des pubs. Au-delà du retargeting, on faisait aussi des pubs pour tous les gens qui travaillaient à Deloitte à Neuilly. Puis vous leur ajoutez un email quand même pour clôturer. Et on re-shootait un dernier email, exactement, pour clôturer. Et donc cette stratégie-là, mais Anti-RGPD? je sais pas si elle est anti-RGPD. Je Ouais. sais pas. Je sais pas, je pense qu'on est plus dans du B2C que du B2B là. Ouais, je sais pas. Après c'est du passé, on peut en parler. Il y a une prescription pour les trucs anti-RGPD. Je sais pas. Non, blague Je à sais pas part. grand chose. Blague à part, vraiment, c'était hyper efficace. On a itéré vachement sur ça aussi. Par exemple, les mecs qui venaient flyer, on a testé en fait les mecs qui venaient distribuer les croissants à la place de flyer. Donc on déboulait avec des grands paniers de croissants et de pain au chocolat. Ça nous coûtait peut-être 150 balles. Énorme. Et en fait, tu venais offrir le petit croissant, le petit pain au chocolat. Ah, vous êtes Lignot, mais oui, vous avez envoyé un mail hier, non? Bah oui, on a Oui, envoyé oui. un mail hier et machin. On est aussi dans votre feed Facebook. Et on Exactement. est... Enfin, voilà, partout où tu vas sortir. Regardez une vidéo Ah sur oui, YouTube. et j'oubliais, on mettait des accroche-portes sur les scooters dans un périmètre de genre, je sais pas moi, 300 mètres à la ronde du bureau de Deloitte à Neuilly. Ok. Et pour que quand le mec passe dans la rue, il sort du boulot, il voit les trucs clignés. Et donc du coup, il y avait que, je sais pas moi, 1% de chance qu'en sortant de, Tu sois pas au de cette courant de semaine- ce qu'est Clignot. Ouais, exactement. Mm, mm. Et après, on laissait Stratégie parler d'oppression, comment tu l'appellerais? je dirais De une stratégie, 360 pour le ouais, 360, voilà. Voilà. On a eu en vrai, on a eu énormément de retours positifs. Ouais. Il y a eu 2-3 marques qui n'ont pas accepté. Enfin, 2-3 boîtes qui n'ont pas accepté. Ouais. Après, on a étendu cette stratégie. Quand on avait fait tous les boîtes de consulting, on a étendu à d'autres types de boîtes. Et il y a des boîtes pour lesquelles c'est effectivement beaucoup moins bien passé. Où en fait, les gens ont été beaucoup moins Réceptifs. tolérants. Ouais. Ouais. Ou même tolérants. Tolérant, ouais. truc-là, Mm. ouais. Donc voilà. Mais ça a été un vrai truc. Je regarde un assez bon souvenir parce que puis c'était excitant. Et chaque semaine, t'avais une nouvelle cible, etc. Il y avait un vrai truc. Ouais. Ok. Donc ça, c'était tous tes canaux d'acquisition. Puis après, on va peut-être passer à la suite. Bah, ça a suivi son chemin. C'était principalement ça, votre tunnel de conversion. Ouais. Et, Ouais, je te dis, on a énormément travaillé la conversion aussi. La rétention et Ouais. le repeat. C'est un vrai enjeu.
Comment vous y êtes pris d'ailleurs là-dessus? Beaucoup de CRM pour le coup. Beaucoup de partenariats aussi. Mine de rien, ça joue vachement sur le repeat. Des OP ponctuels du style cette semaine on fait un partenariat avec Frishti. On n'a pas fait avec Foodcherry, on avait fait, pardon. Ok. Et en gros, on a 80 plats à distribuer ce soir. Donc en fait, tous les mecs qui vont commander jeudi, en fait, vous aurez potentiellement la chance d'avoir en fait en plus de votre linge, de votre repas. Et on faisait beaucoup d'actions comme ça avec un reward pour nos clients. Où c'était pas juste du partenariat où je te shoot une newsletter en mode vous avez vu ça, 10 € offerts. Il y avait un vrai truc où on essayait de créer un truc un peu sympa, on te livre à manger, on te livre ton pressing, etc. Donc ça jouait vachement sur le repeat aussi. Après les repeats, faut pas se mentir, c'est la qualité de ton produit. C'est pour ça qu'on a énormément investi dans les ops et dans la tech pour les ops. Un truc tout con, mais on s'est rendu compte que quand on montait en volume, notre pressing, il avait énormément de mal à suivre, pas sur la phase repassage ou nettoyage, parce que c'était son métier, mais sur toute la phase en amont, qui était l'étiquetage des vêtements, renseigner la plateforme Cligno pour faire la facturation, etc. Et en fait, on s'est dit ok, en fait ça devient notre priorité. Et du coup, ils tenaient pas les délais, et du coup, il y avait une incidence sur les clients. Et on s'est dit ok, c'est ça en fait notre priorité, c'est là-dedans qu'on doit investir. Et on a recréé complètement un ERP pour les pressings. Énorme. Qui fait que ça leur faisait économiser entre 2 heures et 2 heures et demie tous les jours, tous les matins. Ok. Et donc et donc du coup tout ça pour dire que voilà, on essayait d'améliorer notre produit constamment pour derrière avoir une meilleure rétention. Ok. Super. Et du coup les années passent et on revend. Et on revend à Zipjet. Ouais. Ça se passe comment? Quel était le... C'est des gens avec qui on avait parlé peut-être 2 ans avant, qu'on avait rencontré. On était assez alignés pour le coup sur la vision, comment allait évoluer le marché, qu'est-ce qu'on voulait faire, quelles étaient les priorités, les enjeux, etc. Donc il y avait il y avait eu une vraie rencontre. Après on s'était pas parlé pendant 2 ans et il y avait rien eu et voilà. Et un jour, nous on part en roadshow pour aller lever. Et on se dit ok c'est quoi, allons voir aussi reparlons à Zipjet et ça se trouve en fait ça serait peut-être plus intéressant d'unir nos forces, j'en sais rien, et de voir si on peut pas avancer avec eux plutôt que d'aller lever. On arrive à peut-être 60% ou 70% du montant qu'on voulait lever en commit par d'autres boîtes, etc. Et là, les discussions s'accélèrent un peu avec Zipjet. On commence à rencontrer l'équipe, à bien parler avec eux, vraiment échanger sur notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et on se rend compte qu'il y a un vrai fit. Et surtout, on se rend compte que, en fait, les gars ont investi là où on n'avait pas du tout investi, nous. Et nous, on a investi là où ils n'avaient pas du tout investi. Nous, comme je te dis, on a énormément investi dans les ops, dans les outils pour les pressing, pour les chauffeurs, pour les dispatchers, etc. Dans le modèle logistique, c'est un truc qu'on maîtrisait énormément. Il y avait quasiment pas de raté logistique, d'accord? Toutes les chemises, elles étaient toujours vendues à la même personne. Ça paraît con comme ça, mais quand tu gères des milliers de pièces tous les jours, c'est assez difficile finalement de réconcilier ça. Et nous, on était très 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 fort là-dedans. De leur côté, eux, ils avaient énormément investi d'argent et de moyens dans l'optimisation de route, l'optimisation logistique pour le coup. De dire, vraiment combien de points maximum je peux faire par heure et donc comment j'optimise les coûts de transport. De transport, ouais. Et nous, on n'avait pas du tout investi là-dessus. Pas du tout. Pourquoi? C'était trop complexe ou Ouais, c'est de l'algorithmie, c'est des maths. Eux, ils avaient 2 data scientists et je sais plus combien à l'époque, mais plusieurs, vraiment pas mal de devs. Parce que eux, c'était quoi à l'époque leur métier à Zipjet? C'était la même chose. Exactement la même chose. Exactement la même chose, sauf qu'eux, ils ont pris le parti d'investir directement sur l'optimisation de route. Là où nous, on a investi sur les apps, c'est aussi sur la croissance, sur le marketing. Et donc du coup, on s'est dit, mais en fait, ils ont ce qu'on n'a pas et on a ce qu'ils n'ont pas, donc ça peut avoir du sens, quoi. Et du coup, voilà, ça a pris 8 mois, 6-8 mois de négociation jusqu'à ce qu'on arrive à un accord, et où on signe début septembre 2017 pour le coup. Ok. La vente.
Et donc là, en fait, moi, je prends la position de City Manager, donc grosso modo de directeur en fait de ZipJet France, puisqu'on est présent que dans une ville. C'est juste une autre appellation, mais c'est ça. Donc je récupère les opérations de Paris de ZipJet, les opérations de Paris de Clignot, les équipes de ZipJet, les équipes de Clignot. Et en fait, il y a un gros travail de mise en commun des ressources, des prestataires, des clients, qui a été pour le coup hyper passionnant et un vrai enjeu marketing qui est hyper intéressant, que j'ai beaucoup aimé, sur comment tu convertis en fait des gens d'une marque à une autre quand tu changes de marque, et c'est un truc qui a été vraiment hyper intéressant pour le coup. Okay. Avant qu'on passe à la suite sur ZipJet et puis même après Star Service, j'aimerais juste qu'on revienne sur l'expérience Clignot et sur l'humain qu'il y avait dans la boîte. Comment tu t'y es pris sur le recrutement? Est-ce que c'était une première expérience pour toi de commencer à recruter, de manager? Et voilà, comment les gens ont évolué? Comment c'est quoi ton retour en fait sur toutes ces choses-là qui finalement qui étaient nouvelles pour toi? Et comment ils ont accueilli la revente en fait? Alors en fait, ça a été un vrai sujet, d'accord, le recrutement, comme pour beaucoup de gens, je pense. Enfin, quand tu parles à n'importe quel entrepreneur, il dit que le truc le plus dur, c'est de recruter. Mais on a été... je suis très content de l'ensemble des recrutements qu'on a fait, très honnêtement. Je peux pas dire qu'on s'est trompé sur tel ou tel profil. On a eu que des gens qui ont été très bons, avec lesquels on s'entendait vraiment bien, avec lesquels on partageait une vraie vision du produit, ce que devait être Clignot, etc. Et je pense que c'est ça qui a été fondamental pour nous. Comment ils ont accueilli la vente, ça dépend de quel département on parle. Parce que par exemple, la tech, la tech, elle était à Berlin pour ZipJet. Donc en fait, la vente voulait dire pour eux que forcément, ça allait être compliqué de rester dans l'entité, puisque en fait en France, il n'y avait pas de technique, pas de dev. Donc pour eux, c'était sûr que voilà, c'était terminé. Notre directeur des opérations, donc le CEO, est resté, et la directrice du service client, elle est restée un petit peu, puis après elle est partie. Mais ça a été plutôt bien accueilli. Il n'y a pas eu de tension, je dirais, sur ça. Et après, sur comment on s'y prenait pour recruter, je te cache pas qu'on a fait aussi appel à de l'aide extérieure. Par exemple, pour recruter notre CTO, qui a été vraiment le recrutement le plus difficile. En fait, tu recrutes un profil tech que tu maîtrises pas. Surtout qu'on était sur une stack que les gens qui n'étaient pas beaucoup utilisés. En fait, trouver des devs dans notre... pour nous, ça a été assez compliqué, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Donc, on a fait appel à de l'aide extérieure, on a fait appel à The Family, pour le coup. Dès qu'on avait des bons candidats, en fait, on a fait passer les recrutements chez The Family, par le CTO de The Family, qui nous a beaucoup aidé sur ce point-là, et qui a permis de valider, en fait, et qui nous a permis de pas nous tromper sur le recrutement tech. Et au moment où vous recrutez un CTO, il y avait déjà combien de devs dans l'équipe? Il y avait zéro. Zéro? En fait, on avait créé un MVP. Ouais, c'est ça que okay. On avait créé un MVP avec un troisième co-founder qui est parti entre temps. Ok. Et le produit est resté comme ça. Enfin, le lap. Ouais, et on avait aussi fait on avait fait appel aussi à une boîte extérieure pour notre première app iPhone. En fait, là où travaillait mon associé avant, donc il travaillait chez Dashlane, j'imagine que tu connais. Ouais. Il avait bossé avec des devs mobiles, un designer, un UX designer mobile et un dev mobile qui était très bon. Et au moment où on a lancé Clignot, on leur a dit écoutez, est-ce que vous voulez faire partie du projet? Ça se fait de plus en plus, tu sais, où en fait ils prennent des parts au lieu de prendre un fils, quoi. Et du coup, eux nous ont fait notre première app mobile. Donc en fait, au bout d'un an, même sans tech inside, on avait déjà un MVP web et une application iPhone hyper fonctionnelle et pour le coup très qualitative. Ok. Et maintenant, du coup, t'es à ZipJet ensuite. Voilà. Voilà. Là, aujourd'hui, t'es à Star Service, mais à ce moment-là, tu te retrouves à ZipJet. Ouais. Finalement, ça dure pas si longtemps que ça, parce que là, ça dure 6 mois. Ça se passe comment? Ça se passe, comme je te dis, il y a 3 mois qui sont passionnants. Les 3 premiers mois, la migration des clients, la migration des plateformes, la migration des partenaires, c'est cool, c'est excitant, voilà. Ouais. Après, il y a un peu la redescente de dire merde, j'ai vendu mon bébé, c'est compliqué de travailler pour la même chose, mais pas pour toi. Ouais. La vision, même si la vision elle est commune, l'opérationnel tu gères peut-être différemment. Toi, t'aurais pas fait de cette façon-là, t'aurais fait plus comme ça. Puis il y a juste beaucoup plus de monde dans les bureaux. Ouais, il y a beaucoup
au quotidien, quoi, juste. Voilà. Exactement. Le siège, il est à Berlin, donc en fait, tu deviens une filiale, c'est pas pareil, t'es pas au HQ. Il y a beaucoup de choses qui font que moi, je me sens un peu pas forcément à ma place. Surtout qu'en fait, le marketing était géré au HQ et pas en local. Et en fait, du coup, moi, on m'a enlevé j'ai enlevé mon bébé, et en plus, on m'enlève ce que j'aimais le plus faire chez Clignot, qui était le marketing. Et on m'a donné les ops, que j'aime beaucoup aussi, hein. Il y a pas de, j'ai beaucoup aimé le faire et tout. Et on le faisait tous d'ailleurs chez Clignot, pour être franc. Mais il m'a manqué vraiment la partie marketing que j'aimais vraiment, que j'aimais faire chez Clignot, quoi. C'était mon truc. Donc là, je me dis, ok, bah, c'est cool. Mais en fait, je veux devenir CMO, en fait. Je veux redevenir CMO. Et donc là, j'en ai parlé au fondateur d'Ipjet, qui ont tout de suite compris, et qui avait pas aussi de raison qui avait pas de raison de me garder à une position pour laquelle j'étais pas forcément hyper satisfait. Ok. Et donc, bah, du coup, tu te remets sur le marché? Du coup, je me remets sur le marché, et c'est super dur de se remettre sur le marché. Non pas parce que... T'as déjà fait un CV? Ouais, j'avais déjà fait un CV pour des jobs d'étudiants. Ouais. Donc là, faut le mettre à jour. Ouais, faut acheter un template. Ouais, exactement. Ouais, $15 non, pour acheter Forest. gratuit. Ah, gratuit, ouais. j'ai Une fois de plus, dans cette logique de scraper. Ouais, exactement. Ok, pourquoi payer? Je fais un super beau CV. Non, je rigole. En plus, j'ai fait un site internet à mon nom, parce que tu sais, le truc méga. Ouais. Mais, où en fait, j'ai fait un CV sur un site, au lieu d'envoyer un CV. Bref. Mais du coup, c'était marrant. Et après, effectivement, je me remets sur le marché, et en fait, j'ai vu 3 boîtes, voilà, pour des postes de CMO. Ok. Et j'ai choisi Star Service. Pourquoi? Je pense que l'ambition du projet et la culture de la boîte m'ont convaincu. Voilà. Tu la qualifierais comment, du coup? Star Service, c'est une boîte qui a énormément d'ambition, vraiment, mais pas au sens ambition bullshit. J'ai déjà vu des vidéos il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, où il disait on veut être l'Amazon du service. C'est un truc qui est resté. Ouais, c'est un truc qui est resté. Parce que du coup, c'est hyper ambitieux dans un peu de mots comme ça. Ils ont lancé Amazon Service aux US. Ok. Donc, je l'ignorais, mais ils ont lancé Amazon Service aux US. Je pense que l'ambition elle est restée. Alors après, on a arrêté un peu les comparatifs et tout. C'est un peu moins à la mode de dire je suis Airbnb de machin et tout. Bah, ça fait un peu. C'est un peu pompeux déjà. Ouais. Et puis on attend de voir en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, après les gens t'attendent au tournant quoi. Ouais, tu vois, t'es pas Amazon. Souvent. Mais il y a une vraie. Il y a une vraie ambition, c'est-à-dire que ils se sont lancés direct dans 80 pays. Enfin, tu vois, ça va vite quoi chez Star Service. Alors il y a des travers parce que parfois ça va trop vite, mais au moins il n'y a pas de limite à leurs ambitions. Ça s'appelle trop vite, on se rend pas compte comme ça. Bah parfois tu peux je sais pas scaler des trucs sans process et en fait tu te rends compte merde mais attends on aurait mieux fait de se calmer. Ouais, on aurait mieux fait peut-être de réfléchir comment on va exactement le faire et pour chez Star Service on fait beaucoup. Mais tu penses que du coup c'est nécessaire au niveau d'ambition qui a été déclaré au départ? Enfin, tu penses qu'on peut pas faire autrement? Si, je pense. Tu penses? Ouais, je pense que tu peux faire autrement, mais tu iras moins vite. Ouais. Je pense que quelque part, c'est nécessaire alors. Tu seras pas le premier. Parce qu'il faut aller vite sur ce genre de boîte. Ouais, c'est nécessaire. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire. Ouais, mais non, mais j'ai vu beaucoup de boîtes. Même, tu sais, quand t'es entrepreneur, tu vois énormément de boîtes et tu vois tout de suite quand un mec te dit, ouais, moi, je vais être le premier sur mon marché. Tu vois tout de suite si le mec, il bullshit. Ou si tu le prends au sérieux. Ouais. Et chez Star Service, enfin ouais, c'est sérieux quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je sais très bien que par exemple s'ils n'arrivent pas à être Amazon, alors j'exagère sur Amazon, mais si on n'arrive pas à être vraiment une $1 billion compagnie, les fondateurs vont dire qu'ils ont raté. C'est vraiment. Ils l'ont dans les tripes. Je pense qu'ils le pensent vraiment. C'est-à-dire que même si demain ils vendent leur boîte 200 millions ou 300 millions, ils vont dire non, on n'a pas réussi, tu vois. Et ça, je trouve que fondamentalement, c'est quelque chose qui te drive au quotidien, et je trouve que ça a été une vraie décision pour moi. Enfin, ça a été une vraie raison pour moi, pardon, de rejoindre Star Service. Ok. Ouais, et la culture, après, ouais, c'est une culture du coup de battant, de mecs qui lâchent rien, de mecs qui vont vite. Et donc, t'es rentré combien de temps dans cette boîte? Ça fait, alors je suis rentré officiellement il y a 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi, et tu passes en CMO
direct. Elle ressemble à quoi l'équipe quand tu rentres à Star of Service? Alors, l'équipe de... Marketing, hein, surtout. Surtout marketing. Ouais, Donc en fait, c'est assez simple. Elle ressemble à un mec qui gère le paid média. Le paid... Le PPC, Social. le PPC, quoi. Ouais, le paid. Donc AdWords. Ok. Ouais. AdWords, Facebook, Bing, parce qu'il paraît que ça existe encore. C'est 3%, je crois. Ouais, c'est Faut pas le négliger. faut pas Surtout que négliger. les CPA sont meilleurs, quoi. Et c'est vrai Ouais. que du coup, tu fais des campagnes performantes. Bah, y a personne. Bing, les job boards. Ouais. Trop vite. Exactement, ce genre de choses. Donc c'est un mec qui gère le paid ici. T'as 2 agences qui gèrent également aussi le paid en support, sur toute la partie exécution. On a quand même 800 services. Je te laisse imaginer le nombre de campagnes AdWords qu'on a. Ça fait beaucoup. Ensuite, tu as toute une team SEO avec pour le coup des devs, une agence, des chefs de projet, des mecs qui écrivent du contenu. Donc il y a une grosse partie SEO. Ensuite, j'arrive, ils viennent juste de se séparer de leur PR manager. Donc faut que j'en récupère une autre, que j'en recrute une autre. Et l'équipe marketing ressemble plus ou moins à ça. Avec d'autres ressources plus ponctuelles, mais qui servent aussi au marketing. Des mecs qui vont scraper, des mecs qui vont faire du mailing, etc. Donc voilà la team au sens vraiment core, c'est-à-dire qui passent 100% de leur temps sur le marketing. Ok. Il y a combien de gens, combien de personnes dans la team marketing? Ça dépend. C'est beaucoup plus qu'à Clignot ou pas? Ouais, largement. Donc du coup, ton job a beaucoup changé. Ton quotidien, c'est plus de chapeauter tout ça qu'être dans l'opérationnel en fait. Alors, je reste fondamentalement dans l'opérationnel parce que c'est quelque chose que j'aime. Par exemple, tu fais quoi cette semaine? T'as fait quoi là? D'opérationnel? Ouais. Putain, j'ai même passé des coups de fil à des pros pour faire de l'account management. Donc, Ok. voilà. Okay. J'ai fait des campagnes de mailing, j'ai fait des campagnes SMS. Donc ouais, j'ai fait des trucs assez opérationnels. Après, je setup pas les campagnes sur AdWords, je setup pas les campagnes sur Facebook, je fais plus tout ça. T'es plus en mode expérimentation de nouveaux canaux. Exactement. Et ok. Tout ce qui existe déjà, qui fonctionne vraiment bien. Tu touches pas, tu préfères le laisser aux gens qui ont expérimenté dessus. Alors, je touche pas, justement, je fais des experiments pour voir si je peux pas essayer d'améliorer telle ou telle métrique sur le canal en particulier. Mais en revanche, comment on dit, le business as usual, tu vois, je le laisse à la team qui le fait très très bien en fait. Okay. Donc voilà, et surtout là, c'est intéressant parce qu'on est sur une problématique où on est en train justement peut-être de réorganiser les équipes. Enfin pas peut-être, mais on est en train de réorganiser les équipes. Et en fait, je vais récupérer aussi une bonne partie de l'équipe produit. Donc en fait, on va passer d'une équipe marketing pure et dure à une équipe marketing avec des product managers, avec des devs qui vont être directement... Aujourd'hui, il n'y a pas de profil tech au marketing? Alors, il y en a par intermittence. Par exemple, on a beaucoup de gens qui gèrent le mailing et en fait, c'est géré par des devs et on travaille avec eux au quotidien, main dans la main. Tu vois. Mais ils sont pas en direct report, si tu veux, au marketing. Okay. T'as réussi à imposer des modes de fonctionnement dans l'équipe depuis que t'es là en seulement 3 mois. Est-ce que t'arrives à, je sais pas, vous avez peut-être des routines, des modes d'expérimentation, est-ce que toute envie doit être justifiée ou bien est-ce que vous êtes justement hyper libre pour aller tester de nouveaux canaux, tester de nouveaux angles, on fait bousculer un peu tout ça quoi. Grosso modo, on fait ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que vous êtes objectivé par exemple? Ça c'est est-ce que alors par quoi? Par levier par exemple. Est-ce que alors oui. Oui. Ouais. Mais comment on y arrive? En fait, on est assez libre en fait de faire ce qu'on veut. Ok. J'ai pas imposé spécialement de méthode de travail ou de routine ou d'organisation. Pas du tout. Par contre, vous avez pas de réunion par contre, enfin une fois par semaine? Si, une fois par semaine. Okay. De manière assez pour le coup, c'est assez classique. Okay. On a un comité stratégique une fois par semaine. Chaque département donne un peu ses résultats, les points bloquants, les réussites et en gros la roadmap de la semaine. Voilà, ça c'est une fois par semaine. Après, on a
Mais c'est toute la problématique, c'est hyper intéressant parce qu'en ce moment on est vraiment là-dessus, on réorganise vraiment la manière dont on travaille. On a essayé de travailler en OKR, je sais pas si c'est un truc qui te parle. Ouais. Euh, C'est une manière de voir les choses de très macro, en fait. De se rappeler toujours des KPI qui dominent. Exactement. Et de bosser que dans cet objectif-là et de jamais s'en dérouter, en fait. Exactement. En fait, tu pars tu définis ce qu'on appelle des company goals. Donc en fait, c'est au nombre de 2 ou 3, vraiment c'est super restreint. Et ensuite, tu descends un peu, c'est un peu une arborescence, tu vois. Tu descends, mais en gros, toutes les actions que tu dois faire, tu descends jusqu'à l'individu. Hein. Donc tu descends jusqu'à telle personne de la boîte, mais tout ce qu'il doit faire, donc doit servir le company goal, et là tu dois revenir tout là-haut. Donc en fait, ça te permet effectivement de rester focus sur 2-3 objectifs et de dire, au cours du trimestre, je ne fais que ça. Il y a que ça qui est important, il y a que cette métrique-là qui doit bouger, et voilà. Après, vous avez toute la créativité que vous voulez pour aller Ouais, mais justement, en fait, j'allais obtenir dire, ça via un nouveau canal. Exactement. Et... Okay. Après, on fait ce qu'on veut. Okay. Mais après, j'allais te dire, ouais, les OKR, ça fait 2 fois qu'on essaie de le faire. C'est 2 fois que c'est un fail. Ok. C'est super dur comme organisation. C'est un truc, je crois, qui a été initié par Google, il me semble. Je sais pas exactement, mais effectivement, c'est beaucoup de boîtes US qui utilisent ça. Il y a la même chose chez Mais Dropbox, des très grosses structures, ouais, il me semble. exactement. Je crois que c'est rendu Google, hein, OKR. Ouais. Faudrait vérifier, mais... C'est pour ça aussi qu'on fail. C'est-à-dire que c'est une organisation qui se prête peut-être plus à des grands groupes. Et c'est une organisation qui a un laps de temps de 3 mois. D'accord? Et en fait, dans une petite boîte, 3 mois, c'est... Enfin, une petite boîte dans une... Ouais. Non plus une minuscule Une boîte, semaine, mais, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, 3 mois. 3 mois, c'est énorme, en fait. En 3 mois, il s'est passé 1000 choses. Donc, en fait, on s'est un peu foiré là-dessus. Donc là, on restructure complètement les équipes, la manière de travailler. Et on est en train d'implémenter un travail en squad. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce Pas mode du tout. de travail. Là, pour le coup, non. C'est utilisé par Spotify, par exemple. Il y a les mecs de chez Spotify qui ont fait un... T'es sûr que c'est pas en tribe? Alors, il y a... Il y a une notion les de tribe dans le exactement, squad. dans le Ok. squad. Ok. Ou inversement, je sais plus, mais il y a tribe, squad, Ouais. machin. Il me semble que Spotify a pas mal innové là-dessus. Exactement. Ouais. Et du coup, on est en train d'implémenter ça, où tu te dis, il y a plus de silos, d'accord? On arrête de parler marketing, sales, tech. En fait, il y a juste une bande de mecs qui ont un objectif commun, qui travaillent pendant 4 semaines sur cet objectif commun. Et en fait, l'équipe en question, on s'en fout de quoi elle est composée, d'accord? Il peut y avoir un dev, un product manager, 2 marketeurs, et juste l'objectif, il est là. Et C'est comme un retour aux sources, aux fondamentaux des c'est comme si tu startups, montais en une fait. boîte à chaque fois, effectivement. Ouais. Avec Il y a un petit côté très hackathon là-dedans, exactement. très, on va obtenir quelque chose, on va allier nos forces autour d'un projet commun, et c'est tout, quoi. Peu Exactement. importe la taille de la boîte. Exactement. Je trouve ça assez, Et ça, c'est une Du coup, organisation. tu penses que ça peut marcher, ça? Non, je pense que ça peut Ouais. vraiment marcher. C'est une organisation qui est bien plus adaptée, je pense, à des structures comme nous. Il y a combien d'employés aujourd'hui? Alors, il y a 100 employés en tout chez Star Service. Et après, comme je te disais, ça va avec l'ambition. On a eu une ambition internationale directe. Donc en fait, il y a beaucoup d'employés à l'étranger chez Star Service. Il y a énormément de gens qui travaillent aux 4 coins de la planète parce qu'on est présent dans 80 pays. Donc en fait, c'est une culture aussi un peu particulière où il y a énormément de gens en remote. Il y a énormément de gens dans les pays locaux, etc. Donc on est 100 et après ici à Paris on est à peu près une 30aine. Ok. Et c'est un truc que vous voulez absolument cultiver, cet esprit-là? De remote, c'est important? de Ouais. mecs un peu. Ouais. Ouais, je pense. Ok. Je pense que c'est important parce que Quand tu dis remote, c'est full remote ou non, genre... c'est full remote, c'est pas des full freelances remote. quoi, c'est vraiment des full remote. Ça se passe comment? Slack est un outil Ouais. magnifique. Mais pour ça se passe bien? Sauf Enfin, je veux dire- aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, Slack n'a pas marché. Ouais, aujourd'hui toute ça la marchait journée. pas. Ouais, Aujourd'hui, il y a ça eu marchait pas. C'était le drame quoi. Ah oui, non mais oui. Mais Mais du coup, je pense que la productivité des gens a augmenté parce que t'étais plus. ça dépend quel genre de perturbé Slack tu as. Ouais. Mais moi j'attendais des vraies réponses sur un vrai Slack où il n'y a pas de chaton dans un canal bizarre. Ah ouais. Et ouais, non, c'est gênant. Ah non, c'est très gênant. Je sais pas, ça a duré 1 heure ou 2 là. Ah non, mais même plus, tout l'après-midi. Ah oui. Ouais. Bah, c'est Mais du coup, comment ça se passe? Non, ça Slack, ça se passe super bien. C'est des gens qui t'apportent des choses que t'aurais pas forcément si on avait qu'une team de Parisiens. Star Service, c'est un produit qui s'adresse vraiment à tout le monde. Contrairement à Clignot, pour le coup, tu vois, Clignot c'était très parisien.
Donc en fait, Trop de niche en fait. ouais, trop de niche ou même tu sais ça correspond à un mode de vie urbain, machin. C'était vraiment normé. Star Service, ça s'adresse à tout le monde. On fait 800 services. Toutes les classes sociales peuvent l'utiliser ou l'utilisent. Tous les âges l'utilisent. Donc en fait, toutes les nationalités l'utilisent. Donc en fait, avoir ce panel en fait de mecs qui bossent, qui sont tous d'horizons différents, c'est une vraie force pour la boîte. Je crois vraiment que c'est une vraie force pour la boîte. Ok. Et du coup, tu y es depuis 3 mois, tu t'y sens bien. Est-ce que tu as l'impression que ton esprit d'entrepreneur, il aide pour beaucoup? Est-ce que ça te manque pas? Je pense que ça me manque pas. Est-ce qu'un jour tu vas recréer des autres projets ou... Ça, c'est 2 questions différentes. Ça va avec, mais vas-y, je te laisse, t'as 5 minutes. Vas-y. Je pense que donc ça me manque pas parce que j'ai une énorme liberté ici. Comme je te dis là, donc en plus des squads, il faut quand même une structure de team. Et donc là, la structure, c'est que je vais normalement, pas normalement, mais on est en train de juste voir comment réorganiser tout, mais je vais récupérer l'équipe produit. Donc je vais avoir en fait, en plus de mes 15 marketeurs, je vais avoir designer, product manager, product owner, etc. Et en fait, finalement, c'est comme si j'avais une boîte à moi en fait à l'intérieur. J'ai toutes les ressources, on me donne toutes les ressources. J'ai des devs, je fais ce que je veux en fait entre guillemets. Donc ça me manque pas parce que je suis pas bridé, d'accord. Est-ce que je vais refaire une boîte un jour? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. J'aimerais après, j'ai pas encore décidé. Tu sais, on parlait tout à l'heure de l'ambition, de qu'est-ce que tu veux faire comme boîte. Est-ce que tu voulais faire vraiment le beurre du pressing et tout. J'ai pas encore décidé demain si je veux faire une boîte très ambitieuse, très ambitieuse, ouais. Ou une boîte voilà, une PME ou je sais pas, enfin y a pas de... Parce que ce qui te guide en fait, c'est juste faire du marketing, ouais. Être avec des équipes, passer des bonnes journées, ouais. Et juste aller tout le temps dans la bonne direction, savoir que tu bosses avec les bonnes personnes, quoi. C'est ouais, carrément, et d'être tous les jours un peu challengé, d'avoir des nouvelles problématiques, des choses que j'ai peut-être jamais traitées avant, et du coup de renseigner sur un sujet, et de prendre de la connaissance, etc. Mais c'est des choses, c'est ça que je trouve intéressant. Ok, très bien. Écoute, c'était super. Il y a peut-être une dernière question. Qu'est-ce que, pour le coup, ça te concerne plus vraiment, mais si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer dans le marketing, dans la croissance, dans des jobs similaires, en tout cas en start-up, ouais, qui passerait par The Family, Lion ou d'autres, ouais, programmes, Le Wagon ou que sais-je, ou peut-être rien, d'ailleurs, ce que je pense c'est la majorité des gens. Qu'est-ce que tu conseillerais pour pas perdre de temps, pas se disperser, pas croire les mythes qu'il y a dans le marketing? Comment il peut faire pour être tout de suite efficace et genre pas devoir attendre 5 ans pour enfin être considéré et avoir un vrai job, quoi. Enfin avoir droit à une vraie boîte. Je pense que le premier truc que tu dois faire quand tu arrives dans une boîte, c'est passer au moins 1 à 2 heures avec chaque personne de la boîte pour comprendre ce qu'ils font. Et moi ça a été un vrai truc. En fait, quand tu arrives dans une boîte, tu te rends compte qu'il y a genre 10 gars qui travaillent sur la même problématique mais de leur côté. Et du coup tu essaies de tout coordonner et en fait tu comprends pas ce qui se passe. Et donc le premier conseil serait vraiment de comprendre la structure de la boîte et l'ensemble des leviers. Alors ça c'est le côté management, comprendre vraiment la structure de la boîte, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de chacun, et derrière comprendre chacun des leviers marketing qui existent aujourd'hui, les décortiquer vraiment. Tout est un funnel, d'accord, n'importe quel channel d'acquisition est un funnel, et les décortiquer comme ça et d'essayer de comprendre à chaque étape comment on peut avoir un impact et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc voilà, et tu seras efficace au jour 2, parce que tu penses qu'il y a des leviers, du coup si on pense en levier, tu penses qu'il y a des leviers qui sont plus centraux ou peut-être / importants que d'autres, peut-être des leviers avec lesquels faudrait commencer? Par exemple, je me fais l'idée que par exemple l'affiliation c'est peut-être plus facile à aborder que le SEO. Je pense surtout au SEO. Le SEO c'est peut-être plus complexe, quoi. Ouais, après c'est toujours, tu sais, le truc, comment je priorise, laisse effort, ce qui demande le moins d'effort, est-ce qu'il y a le plus d'impact. Donc ouais, je pense qu'il y a des leviers qui sont plus simples que d'autres. Typiquement, quand je suis arrivé ici, il y a un truc que j'ai trouvé hyper drôle. Il y a pas de life cycle email pour les clients. Donc en fait, quand quelqu'un poste une requête pour dire j'ai besoin d'un plombier, il reçoit pas de mail, par exemple, bienvenue chez Star of Service, et puis au bout d'une semaine... On reste pas à son esprit, quoi. Pas du tout, parce qu'en fait, on a une logique très... transactionnelle. Et fonctionnelle, de dire, en fait, il est venu chez nous pour avoir un plombier, on va lui envoyer des mails en relation avec son plombier, on va pas créer spécialement de relation avec lui, parce que
c'est pas utile au moment où on est. Et en fait, ça, par exemple, bah, en fait, en 2 jours, on peut le faire. Et mon ambition, c'est du coup de multiplier par, parce que bon, il est assez bas du coup côté client, mais par 100 le repeat en fait, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est super simple, c'est un levier qui aura pris 2 jours et qui aura forcément des impacts nécessaires, importants, pardon. Donc c'est là où je te dis que c'est nécessaire d'aller comprendre chaque canal que la boîte utilise déjà, et c'est là où tu vas te rendre compte que il y a vraiment des choses que tu peux faire très rapidement qui vont avoir un vrai impact. Ok, donc être assez curieux pour essayer de comprendre comment l'ensemble se passe. Comprendre tout comprendre. Tout comprendre. Tout lire, tout écouter, ouais, tout voir, tout. Et même au-delà de ton département, c'est-à-dire que je parle vraiment pas que du marketing, il faut aller parler à toutes les personnes, même, enfin, à tous les devs, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, c'est quoi les process, ah d'accord, ah donc en fait vous parlez jamais avec le marketing, vous les devs, mais qui fait les wordings, bah c'est moi qui les fais. Il y a un vrai sujet, là-dessus, j'en parlais avec Romain de Fred de la Compta tout à l'heure. Ouais. Il me dit que lui, j'ai posé la même question du coup, et il me disait que il faut absolument que des gens au marketing s'intéressent un minimum aux devs, mais genre au sens technique, genre vraiment qu'ils essayent limite de coder pour se rendre compte de ce que c'est, pour avoir la logique et pour avoir ces discussions, pour juste se structurer le cerveau en fait. Tu penses que c'est pareil, genre aujourd'hui tu penses que c'est mieux de recruter des gens comme ça plutôt que des gens purs marketing, pure communication? Je pense que c'est pas mieux de recruter l'un ou l'autre, parce que je pense que tu peux te former. Moi, quand je suis arrivé chez Clignot, je savais rien faire. 3-4 ans après, j'ai appris à faire mes requêtes tout seul sur la base de données. J'ai appris dès qu'on faisait un partenariat avec telle ou telle personne, c'est moi qui codais le site. J'ai appris finalement quand notre CTO il avait pas le temps, c'est moi qui changeais la homepage, c'est moi qui pushais en prod, etc. C'est un truc que je savais pas faire 3 ans avant ou 4 ans avant. Donc je pense pas qu'il faut privilégier l'un ou l'autre. En revanche, effectivement, avoir la curiosité d'esprit d'aller parler à des devs, de comprendre ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pas qu'à des devs, même au service client. Par exemple, le service client, c'est un truc qui est vachement dénigré, où les gens, enfin, au moins sous-évalué dans sous-évalué, effectivement. Et pour moi, c'est un des départements avec lequel j'ai le plus de plaisir à communiquer et à travailler avec. Donc ouais, carrément. La curiosité, elle est hyper importante. Ouais. Ça, et de l'autre côté, du coup, un bon onboarding pour être sûr que tous tes membres soient au courant de comment ça se passe dans la boîte et que tu te rends pas compte 6 mois plus tard qu'en fait, ils sont pas vraiment alignés avec les autres, quoi. Tout simplement. Donc ça, faut vraiment faire gaffe à ça, je pense. Et faire gaffe aussi, faut pas avoir peur. Moi, je trouve qu'il y a vachement c'est une position assez forte que je vais dire, mais il y a vachement le complexe du candidat. Genre, quand tu passes des entretiens dans une boîte. Un petit côté passif. Ouais, où t'oses pas poser des questions, t'oses pas être pushy avec les gens que t'as en face de toi. Et en fait, c'est hyper important. Tu choisis une boîte dans laquelle il faut que tu partages la vision, il faut que enfin, tu veux dire que tu vas rester 10 heures tous les jours avec ces mecs-là à décider comment va fonctionner la boîte. Bah, c'est important de poser des questions, qui t'a choqué, qui t'a vexé, etc. Mais je pense que là, pour le coup, c'est à la fois, je pense que c'est assez culturel. Il y a un petit côté, les gens tiennent à rester polis, les gens tiennent à rester dans le respect, ne pas gêner, et je pense que ça vient peut-être de l'éducation qu'ils reçoivent au lycée ou même peut-être après. Ce côté pas déranger et juste s'intégrer, pas faire de bruit, alors qu'en fait t'attends toi qu'il fasse un peu de bruit, enfin pas non plus totalement, parce que moi si m'emmerde complètement ça va pas marcher. Voilà. Mais effectivement c'est comme la question du salaire, tu sais, c'est un truc qu'on comment je dois lui dire que j'ai envie d'avoir ça, ou tu vois, moi c'est des problématiques que j'ai envie de dire aux gens, mais non en fait, enfin t'as le droit de faire valoir ce que tu veux, quoi. On en discutera, mais au pire je te dirai non, ou au pire on s'engueulera, ou au pire du coup on se rendra compte qu'on n'est pas d'accord sur la vision de la boîte, et tant mieux en fait, parce que vaut mieux s'en rendre compte quand on est en train d'en discuter pour un entretien d'embauche que quand ça fait 4 mois que t'es dans la boîte, tu vois. Donc ça c'est hyper important aussi. Okay. Vous recrutez en ce moment du coup à Star Service? Je passe une annonce. Vas-y. Le mec à la radio, je voudrais saluer. Tu verras le nombre de vues et tu comprendras à quel point ça aura de l'impact. On recrute un project manager SEO. Gros boulot à Star Service, qui a été le levier numéro 1 pendant plusieurs années, je peux dire plusieurs années. C'était donc il y a du travail. C'est quoi le travail?
Vas-y, détaille, hein. Fais la fiche de poste maintenant. Il fait combien de temps ton parle- podcast? Parce que je sais pas. Ça fait 1h10, là. Ça fait durer longtemps. Allez, parle du profil, la personnalité, les compétences. Non, grosso modo, on travaille. C'est un mec qui va savoir faire le lien entre. On a une agence strat SEO qui est plutôt très très bonne, et on a des devs dédiés SEO et des mecs qui écrivent du contenu SEO. Et c'est un mec qui va juste savoir faire le lien entre tous ces mecs-là. Donc, faut qu'il ait des compétences techniques. Faut qu'il ait également des compétences, en tout cas une sensibilité au contenu, etc. Donc, faut un mec un peu polyvalent. Ça veut un peu rien dire, mais quelqu'un qui va pousser une stratégie établie au next level, quoi. exactement. Donc en gros, je sais pas, les devs, ils vont faire du content spinning, des choses comme ça. C'est un mec qui doit comprendre effectivement déjà ce qu'on fait, Ouais. avant et qui doit l'emmener effectivement sur un autre niveau, ou continuer sur la ligne. Aujourd'hui, en fait, c'était un des cofondateurs qui gérait beaucoup le SEO. Aujourd'hui, il a d'autres problématiques. Moi, je vais être franc, je suis pas un expert du SEO. C'est quelque chose que je comprends, que je peux manager, mais je suis pas expert. Donc j'ai besoin d'un mec qui soit là à 100% sur ce canal-là. Et on recrute un CRM manager. Voilà. Ok. Bah, le message est passé. Je te remercie pour ton temps. Je t'en prie. Parce que là, ça commence à Ça durer. commence à être long. Ouais. Ouais. Mais c'était très intéressant. Je te remercie pour ton temps. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.